Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs, chers amis. Au nom du groupe MESCAR et de la SICAV Procléro, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, vous qui êtes physiquement présents au Cercle Interallié et vous qui nous suivez en webconférence. Pour une fois, nous avons décidé de vous parler de la SICAV Procléro. Il serait dommage que vous participiez régulièrement aux conférences Procléro et finalement sans savoir ce qu'est vraiment la SICAV Procléro, d'autant plus que Procléro est en train de vivre une nouvelle étape de son histoire, alors qu'il va fêter son 10e anniversaire de sa création en juillet prochain. Pourquoi nous avons intitulé cette présentation « En plus d'être une SICAV éthique et de partage », ce que Procléro était jusqu'à aujourd'hui, Procléro devient désormais aussi un fonds solidaire. Pourquoi et comment? Alors ce matin, nous allons être trois à prendre la parole successivement. Je vais parler en premier comme président de Procléro, surtout pour expliquer le parcours effectué, pour expliquer l'identité et la vocation propre de Procléro. Ensuite, je céderai la parole à Benoît Vesco, le directeur de la gestion chez MESCAR, qui vous expliquera plus concrètement quelques points sur la construction même du fonds Procléro. Et enfin, nous écouterons avec joie Monsieur Jean-Louis Kiel, qui est le président des associations Crésus, dans lesquelles Procléro vient d'investir par justement sa nouvelle poche solidaire. L'occasion de donner un témoignage de ce que Procléro est en train de faire dans l'économie sociale et solidaire. Alors, merci déjà à Benoît Vesco et à Jean-Louis Kiel d'être parmi nous aujourd'hui et de prendre la parole tout à l'heure. Alors, je reviens sur Procléro pour vous rappeler que Procléro est né d'une nécessité. La communauté Saint-Martin entrait il y a 10 ans dans une nouvelle période de son histoire, marquée par une très forte croissance des vocations sacerdotales. Et donc, il lui fallait trouver de nouvelles sources de financement pour accompagner cette croissance et accompagner en particulier la formation des séminaristes. C'est bien pour cela que Procléro a été créé en 2012. En 2021, pour rester sur ce sujet-là, en 2021, Procléro a pu générer 350 000 € de partage pour la formation des séminaristes. Ça veut dire que Procléro prend en charge complètement la formation de plus de 20 séminaristes par an. Cette nécessité qui existait il y a 10 ans, elle existe toujours. Parce que la communauté Saint-Martin a aujourd'hui à peu près 120 séminaristes en formation. Vous voyez, Procléro prend en charge 20, c'est-à-dire à peu près un 6e de l'ensemble des séminaristes. Ce qui signifie que Procléro peut continuer sa mission et surtout, il serait de très bon augure que son encours puisse augmenter, pour augmenter le partage, vous l'avez compris, pour la formation des séminaristes. Donc on reste finalement dans cette lancée du début d'une nécessité. Une nécessité. Dès le début, nous avons donné à Procléro 3 finalités qui pouvaient paraître un petit peu ambitieuses, surtout qu'il y a 10 ans, je n'y connaissais à peu près rien. La première finalité, c'était une évidence pour moi, c'était d'offrir à travers Procléro une gestion éthique renouvelée et renouvelée
à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Et j'avais été très marqué par la publication en juin 2009, le 29 juin 2009, par le pape Benoît XVI, l'encyclique Caritas in Veritate, la charité dans la vérité, encyclique qu'il avait publiée quelques mois après la crise des subprimes, qui devait d'ailleurs, cette encyclique être publiée dans l'été 2008, et le pape Benoît XVI l'a retiré, si je puis dire, de la publication, ou a retardé sa publication pour prendre en compte dans cette encyclique ce qui venait d'advenir, c'est-à-dire cette crise des subprimes. Donc c'est que le 29 juin 2009 qu'on a eu cette encyclique magnifique, et si vous n'avez pas eu l'occasion de la lire, la boîte de 2009, elle est encore d'une grande actualité, et je vous invite vraiment à la lire. En tout cas, elle a été très inspirante pour les débuts de Procléro, et elle reste un point de référence lumineux. Depuis lors, puisque nous restons dans cette volonté d'avoir une gestion éthique à la lumière de cette Église et renouvelée par elle, il y a eu d'autres encycliques qui ont été publiées, qui sont importantes. Les deux du pape François, Laudato Si, bien connu de tous sur l'écologie humaine intégrale, publié en 2015, et puis plus récemment, en 2020, peut-être un petit peu moins connu, encore cette encyclique, Fratelli Tutti, tous frères, qui axe son propos sur la question de la fraternité. Très belle, toutes ces deux encycliques là aussi méritent une lecture approfondie. Mettez-les, si vous ne les avez pas lus, dans vos bagages pour les vacances prochaines. Donc ça, c'était la première finalité, cette gestion éthique exigeante, renouvelée, pour vraiment aller plus loin que ce qui pouvait se faire jusqu'à ce moment-là. La deuxième finalité, c'était effectivement d'offrir un partage au profit de la formation des séminaristes. Je l'ai dit, c'était une nécessité, d'où le fait qu'on a mis en place un mécanisme de partage dans le fond. Et la troisième finalité, qui était quelque chose que j'espérais très fortement, mais je ne savais pas comment ça allait pouvoir se réaliser, c'était de contribuer, par le biais de Procléro, plus largement à la promotion de la doctrine sociale de l'Église auprès des acteurs de la finance et de l'économie. Il y a 10 ans, je ne savais pas comment on allait faire ça. C'est une finalité, un objectif que je peux me donner, mais sans savoir comment on allait pouvoir le faire. Aujourd'hui, je suis émerveillé de pouvoir constater que ces trois finalités, qui m'apparaissaient il y a 10 ans comme une haute montagne à gravir, ont non seulement éclairé tout le développement de Procléro, mais ont eu surtout un effet de levier sur son développement. Et j'ai conscience que Procléro est devenu ce qu'il est aujourd'hui parce que nous avons pu mettre réellement en œuvre ces trois finalités. J'essaye d'imaginer, si nous n'avions pas pu offrir une gestion éthique à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, nous n'en serions certainement pas là. Si nous n'avions pas pu promouvoir la doctrine sociale de l'Église pendant ces 10 ans, nous n'en serions pas là, bien sûr. Ces trois finalités, clairement, simplement exprimées et assumées, je pense, ont contribué à transformer les premières intuitions que nous pouvions avoir, ces intuitions se fortifiant et devenant des convictions, et ces convictions nous poussant à des réalisations concrètes. Alors j'aimerais souligner quelques-unes de ces convictions qui ont été majeures tout au long de ces 10 années et qui ont façonné Procléro.
La première conviction forte, c'est que la doctrine sociale de l'Église, et vous l'avez déjà entendu très souvent dans ma bouche, est un vrai trésor de sagesse dans lequel il faut aller puiser abondamment et duquel on peut tirer les clés fondamentales pour le discernement et la sélection des investissements financiers. Alors c'est certain que ça demande un travail intellectuel, un travail de réflexion, un travail d'approfondissement. Il s'agit de creuser les principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église, que je vous rappelle, la centralité de la personne humaine. Tout investissement doit avoir pour finalité le bien de la personne humaine, le bien commun, la subsidiarité, la participation, la solidarité, la propriété privée et la destination universelle des biens, mais aussi l'écologie humaine intégrale. Tous ces principes fondamentaux, chacun de ces principes porte en lui-même un trésor qu'il s'agit pour nous de faire émerger et de traduire dans des critères de discernement, dans des questionnements qui aident au discernement. Donc cette première conviction forte, on a un trésor. On a un trésor dont on voit que le monde de la finance aujourd'hui a besoin d'aller puiser dedans. C'est une nécessité. La deuxième conviction forte, c'est qu'il est absolument nécessaire d'affirmer et de réaffirmer la centralité de la personne humaine. Alors on pourrait se dire, c'est évident, la centralité de la personne humaine. Eh bien non, ce n'est pas si évident que ça dans la réalité de l'investissement financier. Et nous avons eu récemment l'affaire Orpea, dont on a beaucoup parlé. Je ne rentre pas sur le fond du sujet, mais je retiens juste qu'Orpea était très bien noté, très très bien noté. Et pourtant, les critères qui permettaient sa notation ESG n'ont manifestement pas suffi pour percevoir, pour saisir la réalité qui est au cœur de l'activité de cette entreprise, qui est l'accompagnement, la prise en charge, le soin de personnes dépendantes. Donc finalement, les critères ESG n'ont pas été capables de discerner, de saisir la centralité de la personne humaine dans ce type d'activité. Donc ça en montre les limites. Et là, on a un cas clair et simple à comprendre. On voit la limite. C'est intéressant. Donc, pour moi, l'affaire Orpea est une stimulation supplémentaire pour justement aller plus loin dans l'affirmation de la centralité de la personne humaine et dans la réflexion sur la manière de mettre en œuvre cette centralité de la personne humaine dans l'investissement financier. La personne humaine, ça veut dire ses besoins vitaux, ça veut dire son bien, ça veut dire sa qualité de vie, ça veut dire son épanouissement. Et c'est le premier critère à appliquer dans la sélection des investissements. Conséquence, il s'agit d'améliorer sans cesse la charte éthique, la charte d'investissement éthique, en allant la mettre et la remettre sans arrêt sous la lumière de la doctrine sociale de l'Église qui vient comme challenger cette charte d'investissement éthique. Et avec le groupe NESCAR, nous continuons inlassablement à approfondir cette doctrine sociale de l'Église en se donnant régulièrement de nouveaux moyens, en réfléchissant à des critères, à des indicateurs, à des questionnements qu'il faut mettre en œuvre pour aller plus loin. Depuis plus d'une année, nous accompagnons aussi un programme de recherche universitaire dans ce domaine au sein de la chaire éthique et innovation
l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Et nous voulons essayer d'aller vers l'élaboration d'une, je mets en guillemets, méthodologie en vue d'un investissement éclairé, discerné par la doctrine sociale de l'Église. On va voir à quoi on va aboutir, mais on va essayer. Troisième conviction forte, il est urgent d'éclairer tout investisseur, tout épargnant, parce que tout épargnant est un investisseur, qu'il le sache ou non, qu'il est un investisseur. En tout cas, avec son argent, les établissements financiers bancaires investissent. L'éclairer sur sa réelle responsabilité morale d'épargnant investisseur. Il doit investir pour le bien et plus largement pour le bien commun. Ça implique d'affirmer haut et fort que la finalité de la finance et donc de l'investissement, c'est le développement humain intégral, c'est-à-dire le développement de tout homme, sans exception, et de tout l'homme, c'est-à-dire de l'homme dans toutes ses dimensions, dans sa dignité, sa grandeur, sa vulnérabilité aussi, sa transcendance. D'où l'élaboration du concept que nous essayons aussi de promouvoir de finance intégrale ou d'investissement intégral pour rappeler qu'il n'est possible de contribuer au développement humain intégral que si la finance ou l'investissement a bien cette finalité clairement à l'esprit. S'il n'y a pas de finance ou d'investissement intégral, il n'y aura pas de développement humain intégral. Quatrième conviction forte, c'est que le profit ou la maximalisation de la rentabilité, performance financière, et je le dis avec d'autant plus de liberté que Procléro a déjà reçu plusieurs prix et trophées pour sa performance financière. Donc je ne dis pas ça parce que Procléro serait nul en performance financière, donc pour justifier sa nullité, je dirais que ce ne serait pas important. Non, je dis bien tout en ayant reçu ces prix de performance financière. Affirmer donc que la performance financière ne peut pas être la seule finalité de l'investissement. Et pour reprendre une formule que nous utilisons souvent, la priorité ne doit pas être donnée à ce que l'investissement rapporte, mais à ce que l'investissement apporte, ce qui n'est évidemment pas la même chose. La notion d'impact est essentielle et l'impact doit être toujours, évidemment, un plus grand bien, parce que l'investissement, il a toujours un impact. Si on a un impact de balle, on est mort. D'ailleurs, le mot impact est d'abord un mot négatif en français. C'est l'impact d'une balle. Il faut un impact positif, mais l'investissement a toujours un impact. L'investissement n'est jamais neutre. Donc il faut veiller à ce que l'impact soit vraiment pour le bien commun. Donc dans cette logique, notre questionnement ne doit pas être comment faire en sorte que l'investissement rapporte toujours plus, mais comment faire pour qu'il apporte toujours plus, qu'il contribue toujours à un bien plus grand. Et là, contribuer toujours à un bien plus grand, ça demande de l'innovation. Ça exige de la créativité. Ça nous oblige à sortir des schémas étroits, parfois de nos raisonnements, de notre intelligence. Ça implique de l'audace, d'aller vers un bien plus grand. Comment je fais pour aller vers plus? Là, c'est exigeant. En audace, en courage, en idée, en innovation, en créativité.
Parce que s'il n'en est pas ainsi, non seulement la finance n'a pas de sens, elle peut devenir effectivement dangereuse et même destructrice. Donc Procléro veut continuer à incarner toutes ces convictions que je viens de vous partager en essayant de les réaliser concrètement. Les prêtres, on est facilement dans le discours, on est facilement dans la prédication, mais à Procléro, nous disons, mais nous voulons faire ce que nous disons. Tout en sachant que rien n'est parfait, que nous ne sommes pas parfaits, et que nous voulons avancer vers quelque chose de mieux. On sait aussi qu'il faut faire les choses pas à pas, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut aussi de l'humilité, il faut de la patience. Si je regarde dans le rétroviseur ces 10 dernières années, je me rends compte qu'il y a une conviction profonde qui a présidé à toute l'aventure de Procléro. Et je pense que c'est même plus qu'une conviction profonde, c'est une sorte de lame de fond qui ne cesse de pousser Procléro en avant depuis 10 ans. Et cette lame de fond se résume en un mot: le partage. Je pense que c'est la lame de fond de Procléro. Dès le début, il s'agissait, j'ai parlé de la nécessité financière pour la formation des séminaristes, dès le début, il s'agissait de créer vraiment un fonds de partage. C'est ce que nous avons fait. Avec l'idée que tous étaient invités à partager. Il y avait évidemment le partage de la société de gestion, l'ESCAR en l'occurrence, par le partage de 50% de ces frais de gestion au profit de la formation des séminaristes de la communauté Saint-Martin. Mais on a aussi rendu possible le partage des investisseurs eux-mêmes à travers une part des distributions qu'ils pouvaient choisir, et en choisissant cette part-là, alors eux-mêmes partageaient à hauteur de 70% des revenus du fonds, 70% des dividendes et des coupons du fonds, sous forme de dons, et donc avec aussi les reçus fiscaux qui permettent de défiscaliser cela puisque c'est un don. Mais dès le début, il était clair aussi que la communauté Saint-Martin n'est pas seulement bénéficiaire de ce partage pour la formation de ces séminaristes, la communauté Saint-Martin, elle aussi, doit partager. Bien sûr, ce n'était pas l'argent qu'elle allait partager, mais elle avait quelque chose d'autre à partager. Alors bien sûr, son premier partage, je dirais, qui fait partie de l'identité même de la communauté Saint-Martin, c'est partager les prêtres en les mettant à la disposition des évêques dans les diocèses qui ont besoin de prêtres, parce qu'il en manque. Partage des prêtres, c'est cette mission-là. Bien sûr, il y a celle-là. Mais il y a aussi le fait pour la communauté Saint-Martin de partager ce qui est particulièrement nécessaire à la finance et à l'investissement. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ce trésor de la doctrine sociale de l'Église, ce patrimoine de l'Église à mettre à la disposition du monde de la finance et de l'économie. C'était notre troisième finalité dont je vous parlais tout à l'heure, de contribuer à la promotion de la doctrine sociale de l'Église. Et nous l'avons fait, nous le faisons. Les conférences Procléro sont un moyen régulier. Les cahiers pro persona, je pense que vous en trouverez pour ceux qui sont dans la salle à la sortie. Les cahiers pro persona qui sont publiés chaque mois depuis 2017. Je crois qu'on est au 59e cahier, qui est une manière de partager la réflexion sur la doctrine sociale de l'Église, sans compter un très grand nombre d'interventions de toutes sortes dans le monde de la finance, de l'économie, auprès d'entrepreneurs, de dirigeants, auprès d'étudiants, de jeunes professionnels dans ces domaines. Depuis 2 ans, je suis habité par la conviction
qu'il faut aller encore plus loin dans le partage, puisque c'est la lame de fond, c'est l'ADN le plus profond de Procléro. Et aller plus loin, c'est faire en sorte que Procléro lui-même partage. Et c'est une conviction qui m'est apparue comme une évidence, puisque d'une certaine manière, elle me permettrait de dire que Procléro est sous le patronage de Saint Martin. Et vous connaissez l'histoire de Saint Martin qui, à la porte d'Amiens, partage son manteau avec le pauvre. Et la publication de l'encyclique Fratelli Tutti en 2020, par François, m'a confirmé dans cette conviction que Procléro doit aller plus loin dans le partage. Et donc depuis lors, avec le groupe Nescar, avec le comité de pilotage de Procléro, nous avons préparé la transformation ou l'évolution de la SICAV Procléro en créant dans la SICAV une poche d'environ 10% d'économie sociale et solidaire, donc d'investissement non coté, en diminuant de 80 à 70% la part obligataire pour gagner 10% pour cette poche d'économie sociale et solidaire. Nous avons défini une charte d'investissement solidaire en plus de la charte d'investissement éthique qui gouverne l'ensemble du fonds Procléro. Nous avons une charte spécifique pour cette poche d'économie sociale et solidaire. Et dans cette charte, nous avons retenu, souligné, qu'il est dans la vocation propre de Procléro, je crois même que nous avons mis dans la charte, ça appartient à son ADN, d'investir aussi dans l'économie sociale et solidaire pour mettre en œuvre, premièrement, le principe de gratuité et du don, le principe de gratuité, la logique du don, qui est dans l'encyclique Caritas in Veritate du pape Benoît XVI, certainement l'élément le plus prophétique de cette encyclique. On n'en est qu'au début de la mise en œuvre de ce que Benoît XVI sollicitait fortement dans cette encyclique, à savoir que le partage ne soit pas seulement effectué une fois qu'on a eu une rentabilité, quelle qu'elle soit, mais que le principe même du partage, de la gratuité, soit dans le mécanisme même économique et financier. Ça appartient substantiellement, intrinsèquement à l'acte économique et à l'acte financier. Et ça, là aussi, quand on est face à un principe que j'estime vraiment prophétique de la part de Benoît XVI, on n'en est qu'au début de sa compréhension de ce principe, et surtout nous sommes invités à faire tourner nos méninges pour réfléchir à la manière de mettre en œuvre ce principe. Nous avons devant nous un champ d'innovation, de créativité qui nous est ouvert. Ce principe doit nous, comme une sorte de tremplin sur lequel nous devons sauter, n'est-ce pas, pour créer des choses nouvelles qui seraient vraiment inspirées par ce principe de gratuité et cette logique du don. Donc ça fait partie, bien sûr, de l'ADN de Procléro, et puis aussi la mise en œuvre concrète à travers Procléro de la solidarité envers les plus pauvres et les plus vulnérables, ce à quoi nous incite fortement le pape François, justement, dans l'encyclique Fratelli Tutti de 2020. C'est pourquoi, dans notre charte d'investissement solidaire, nous avons retenu que Procléro investirait dans 6 domaines de l'économie sociale et solidaire qui reprennent les besoins vitaux de l'homme. On s'est dit, si on fait l'économie sociale et solidaire, il faut s'occuper vraiment de ce qui est essentiel pour les personnes,
et en particulier pour les plus pauvres et les plus vulnérables, évidemment. Donc, ce qui nous intéresse, premier domaine, c'est le domaine de l'alimentation et de l'eau, bien sûr, essentiel. Quand on voit la guerre en Ukraine, on comprend que ça peut très vite devenir un grand sujet. Et avec l'inflation et le prix des denrées et des matières premières, on commence à se rendre compte que ça va être essentiel. Deuxième domaine, c'est le toit, c'est-à-dire le logement. Et donc, en particulier, pouvoir investir dans des projets qui repensent le logement, justement pour être plus inclusif, pour permettre à des gens vulnérables de trouver une place où vivre en dehors d'une solitude à laquelle souvent ils sont condamnés. Alors, ça peut être toutes sortes d'investissements dans des béguinages, dans des logements inclusifs, dans tout ce qui doit, à mon avis, être inventé dans les nouvelles manières d'habiter. Il y a plein de choses à inventer sur les nouvelles manières d'habiter. Troisième domaine, c'est la santé. Alors, on a vu combien la santé était précieuse dans la période de la crise sanitaire, mais la santé, nous restons en Europe des privilégiés. Donc, beaucoup de questions se posent sur l'accès aux soins pour les plus pauvres dans le monde. C'est un domaine aussi où Procléro souhaite s'investir. Il y a tout le domaine de l'éducation, qui est le quatrième domaine, là aussi, où c'est un chantier énorme, où on sent qu'on a besoin aujourd'hui d'initiatives privées dans le domaine de l'éducation et de pouvoir soutenir des projets éducatifs qualitatifs. Cinquième domaine, c'est l'insertion, la réinsertion, l'insertion, la réinsertion, l'accès au travail. Bien sûr, c'est la réinsertion des personnes porteuses de handicap. Nous aurons tout à l'heure l'intervention de Jean-Louis Kiel, de Crésus, qui nous expliquera justement comment, quand on est dans le surendetté, on commence à sortir de la société. On commence à des phénomènes d'exclusion. Petit à petit, on sort du système social. Et puis, le sixième domaine, c'est les énergies et la communication. Bien sûr, dans le domaine des énergies, il y a beaucoup de choses à faire. Les énergies renouvelables. Alors, Procléro, dans cette poche solidaire, souhaite investir en France, en direct, sur des projets et dans des entreprises d'économie sociale bien identifiées, dans une relation directe avec les dirigeants de ces entreprises, et puis aussi de pouvoir investir un peu à l'international, mais là pas en direct, parce que c'est trop compliqué, mais à travers l'un ou l'autre fonds que nous avons identifiés, spécialisés dans ces domaines, qui deviennent pour nous des fonds partenaires en vue d'investissement dans des choses précises à l'étranger. Le 7 décembre dernier, nous avons obtenu l'agrément de l'AMF pour justement ce type d'investissement. Parce qu'on est dans le non-coté, il faut un agrément spécifique. Et nous venons de réaliser tout récemment les premiers investissements dans des projets qui sont tous magnifiques. Et quand on approche ces projets, ça génère un enthousiasme énorme. Donc nous avons le grand désir de soutenir ces dirigeants, ces gens innovants qui ont une audace extraordinaire. On a envie d'être Procléro un investisseur engagé. On est déjà dans la partie cotée, avec la participation de l'Assemblée générale. On fait tout ce qu'on peut pour participer, pour assumer notre responsabilité morale d'investisseur. Évidemment, quand on est dans le non-coté et qu'on est directement en lien avec les dirigeants, l'investissement est beaucoup plus présent, plus proche, plus intime pratiquement.
Voilà, donc ça c'est une des grandes joies de ces investissements. On veut apporter vraiment un soutien non seulement financier, mais aussi moral fort à ces projets. Voilà, je vais céder la parole maintenant. Non, je ne vais pas vous partager une conviction. C'est que, à travers cette transformation de Procléro, en y mettant ces 10% d'économie sociale et solidaire, qui en fait un fonds assez unique sur le marché, j'y vois une très belle opportunité. C'est celle d'aller partager plus largement la doctrine sociale de l'Église à des cercles d'investisseurs qui ne viendraient pas spontanément vers Procléro. Je pense en particulier aux CGP, aux institutionnels, qui pourraient avoir un petit peu peur de Procléro, parce qu'il a une identité assez clairement assumée. Je pense que justement, la part d'économie sociale et solidaire en fait un fonds tout à fait particulier qui peut intéresser particulièrement ceux qui pourraient être plus éloignés et qui ne connaîtraient pas du tout la doctrine sociale de l'Église. Ce serait une belle occasion de pouvoir la leur présenter. C'est pour ça que nous avons aussi créé dans Procléro 2 parts nouvelles. Et la part C de capitalisation, qui est la part la plus importante en termes de volume, où c'est la société de gestion qui partage les frais de gestion. La part D de distribution, qui est plus petite, où l'investisseur partage en plus, je vous ai tout à l'heure, 70% des revenus. On a créé aussi une part A, qui est la part pour les CGP, avec structurée en termes de frais pour que Procléro soit dans le marché. Et puis une part I, institutionnelle, là aussi, organisée de telle sorte qu'elle soit dans les prix du marché, pour pouvoir accéder à cet autre monde auquel, pour l'instant, Procléro n'a pratiquement pas accès, qui est le monde des CGP et le monde des institutionnels. Voilà, maintenant je cède la parole à Benoît Vesco, le directeur de la gestion chez Mescar, qui va nous expliquer un peu plus en détail ce que ça implique, que ces changements impliquent dans le fonds Procléro. Merci Benoît, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Je vais revenir sur toutes ces dimensions de Procléro. Procléro est d'abord ce que je qualifierais d'un fonds patrimonial. Objectif, recherche de performance à partir d'une allocation diversifiée, autour de 20% d'actions, le solde en produits obligataires. Ce qui permet ainsi de valoriser son patrimoine comme tout produit financier. Depuis sa création, il y a maintenant près de 10 ans, on vient d'entendre, il affiche une performance annualisée proche de 3%. Totale cohérence avec ses objectifs. Au cours de ces dernières années, il a été régulièrement récompensé pour ses performances financières, mais aussi pour la qualité de sa gestion extra-financière, en comparaison avec l'ensemble des produits du marché équivalent disponibles. Alors, Procléro, c'est aussi un fonds ISR. Ça permet d'apporter une autre dimension à sa gestion, en intégrant en amont des critères extra-financiers, un cahier des charges spécifique ISR. Alors, pour intégrer au mieux cette démarche, on a fait évoluer Procléro en 2019 pour le transformer en SICAV. Pourquoi ce changement-là? Pour permettre de mettre en place une gouvernance dédiée et spécifique au fonctionnement du fonds. Je vais vous détailler exactement. Alors, d'abord, un comité exécutif en charge de la charte éthique qui détaille les principes d'investissement éthique de Procléro. En dessous, un comité de pilotage qui est en dialogue régulier avec les équipes de Mescar Asset Management. Et puis enfin, les équipes de Mescar Asset Management, d'une part, pour mettre en place et appliquer cet univers éthique et le déterminer avec les équipes ISR de Mescar, et puis ensuite, pour gérer au jour le jour les placements financiers avec les gérants actions et obligataires de Procléro. Alors Procléro, c'est aussi un fonds de partage, on l'a entendu tout à l'heure, on a mis en place,
Mescart, vous le savez, a mis en place une méthode assez originale, puisque c'est Mescart Asset Management qui s'engage à faire un don de 50% de ses frais de gestion à la communauté Saint-Martin. Ce mode de partage a l'avantage de ne pas peser sur la performance pour l'investisseur final, en lui donnant toute la performance. Il a aussi l'avantage d'offrir une récurrence des dons pour la communauté Saint-Martin qui lui permet de se projeter sur les années à venir. Alors maintenant, Procléro devient un fonds solidaire qui franchit une nouvelle étape en intégrant à présent des investissements dans l'économie sociale et solidaire. Comment on a travaillé, on vient de l'entendre, d'abord mettre en place avec le comité exécutif une charte d'investissement solidaire avec ces grands thèmes d'investissement qu'on vient d'avoir, l'alimentation, l'eau, le logement, la santé, l'éducation, l'insertion, l'accès au travail, l'accès à l'énergie et aux moyens de communication, qui sont un guide pour nous permettre de déterminer quel type de placement, quel type d'initiative on va pouvoir sélectionner dans cette poche spécifique solidaire. Alors, ces placements sont tout d'abord une nouvelle source de valorisation du portefeuille puisqu'on constate qu'ils offrent des rendements proches de ceux offerts dans la poche obligataire qui vont venir ainsi compléter utilement. Mais ils permettent aussi surtout de soutenir concrètement des actions sur le terrain en offrant la possibilité à Procléro d'un engagement via le soutien financier de ces secteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, quelques exemples concernant les premiers investissements dans cette nouvelle poche. Nous travaillons les premiers investissements. Nous avons travaillé maintenant avec Famille Solidaire qui développe l'habitat inclusif pour les personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap. N'hésitez pas à contacter de notre part leurs dirigeants, Bernadette Paul-Cornu et Jean Ruche, qui seront ravis d'échanger avec vous sur leur action sur le terrain. Deuxième investissement, le fonds Backbone, qui soutient notamment des projets dans le domaine de la santé en Amérique latine, par exemple. Xavier Eudes est ce matin-là dans la salle, n'hésitez pas non plus à partager avec lui sur tout le travail qu'il fait sur le terrain. Ensuite, Credo Lending, qui est une plateforme de financement participatif chrétien. Elle nous apportera régulièrement des projets d'investissement que nous pourrons sélectionner pour compléter cette poche solidaire. Édouard Vieillefaux est présent ce matin, n'hésitez pas à échanger avec lui. Ça sera tous ces projets qui arrivent régulièrement sur cette plateforme et qui sont assez riches. Enfin, Crésus, avec la présence et l'intervention de Jean-Luc Hill juste après moi, dans l'éducation financière, pour les plus défavorisés, le microcrédit, là aussi une action sur le terrain très importante, essentielle, à laquelle on est très attaché. Et tout ce travail va se poursuivre. C'était un plaisir déjà d'échanger avec eux au cours de ces mois pour préparer ces premiers investissements à cette poche solidaire. Et nous allons poursuivre ce travail-là. L'objectif étant de porter cette poche solidaire à un poids entre 5 à 10% du portefeuille, continuellement, et pouvoir diversifier cette poche le plus possible pour toucher tous ces grands thèmes d'investissement que nous avons déterminés. Bon, évidemment, je n'ai aucun doute sur le fait que Procléro va continuer à innover dans les années à venir et qu'on trouvera encore de nouvelles idées de développement au fur et à mesure. On va notamment demander des labellisations pour être totalement aux normes du marché. Ça se fera au fur et à mesure, mais on va continuer cette démarche régulièrement tout au long de ces années. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour l'attention que vous nous portez ce matin tous ensemble, en visio ou en présence. Et je laisse maintenant la parole à Jean-Louis pour décrire son intervention et son travail sur le terrain. Merci à tous. Bonjour, Jean-Luc Hill, je préside le réseau des associations Crésus. Vous l'entendez sans doute à mon accent, le siège perpétuel est en Alsace, à Strasbourg. Nous sommes un réseau associatif qui a été créé, on fête nos 30 ans cette année, par une magistrate pour aider les ménages et les entrepreneurs en difficulté. Dans l'est de la France, vous le savez sans doute, les Alsaciens limousinans vont souvent travailler, sont frontaliers, travaillent en Allemagne, en Suisse, et il y avait une crise en Allemagne et en Suisse, et les premiers licenciés étaient à l'époque les travailleurs frontaliers. Et avec une magistrate, on avait décidé d'introduire des délais de grâce qui permettent de suspendre les prêts immobiliers pendant une durée nécessaire à retrouver du travail. Et grâce à ces délais de grâce, on a évité la vente forcée de leurs biens immobiliers. On avait décidé que l'association devait prendre fin. On avait réglé le problème
Malheureusement, nous étions trop optimistes parce que le monde a changé à cette époque-là et on retrouvait des ménages avec 5, 6, 7 crédits à la consommation qui venaient chez nous très tard. Vous savez, en France, il est difficile de parler d'argent. Hein. C'est une grande carence. On n'a pas d'éducation financière dans les écoles et on aime l'argent, mais on n'aime pas en parler. Et les gens viennent très tard chez nous. Jusqu'en 2003, on avait décidé de perpétuer l'association et en 2003, Jean-Louis Borloo était venu en Alsace-Moselle, avait passé une demi-journée chez nous, avait vu nos missions et nous a convaincus d'essaimer le modèle d'accompagnement des ménages et des entrepreneurs en situation de fragilité. On avait décidé de ne pas demander d'aide publique et d'aller au-devant des acteurs économiques et de constituer un fonds de solidarité, de petit à petit nous installer en Vieille-France, c'est-à-dire c'est toutes les régions, sauf l'Alsace-Moselle, on parle de Vieille-France. On est aujourd'hui 30 associations, près de 500 bénévoles, des banquiers à la retraite, des assureurs à la retraite, des enseignants. Et à une époque, jusqu'en 2008, on accueillait un ménage toutes les 3 minutes, jour et nuit, en situation de fragilité financière qui venait très tard chez nous. Nous allons également dans les maisons d'arrêt accompagner les jeunes avant qu'ils ne sortent de prison pour éviter qu'ils ne récidivent et donc faire un point budgétaire. Très souvent, ces jeunes ont de grosses amendes à honorer et qui sont parfois démentielles, qui ne parviendront jamais à rembourser. Et donc, on intervient pour stabiliser leur budget, intervenir auprès des pouvoirs publics pour étaler la dette et leur permettre de se réinsérer dans la société. En 2008, nous avons eu la grande crise financière et nous avons décidé de mettre en place une plateforme de prévention du surendettement où cette fois-ci, ce sont les banques, les établissements financiers, les assureurs, lorsqu'ils trouvent un client en difficulté, peuvent nous l'orienter en temps réel via un intranet sécurisé, c'était le début du numérique, ce qui nous permet d'agir beaucoup plus tôt que dans nos missions traditionnelles d'accueil sur les territoires, de refaire le budget. Les gens découvrent chez nous la notion de budget, c'est-à-dire de mettre d'un côté les ressources, de l'autre côté les charges fixes, et de chercher à rééquilibrer le budget de ces ménages et d'intervenir auprès de l'ensemble des créanciers très tôt pour transformer les renouvelables, crédits renouvelables qui sont des crédits de trésorerie que les gens accumulent en crédits amortissables, de remettre les personnes sur pied, d'éviter le dépôt d'un dossier de surendettement. On a décidé également de mettre en place un programme d'éducation financière. Pendant 4 ans, on a fait de la recherche et développement, de chercher une mécanique de diffusion de l'éducation financière au travers d'un serious game, c'est-à-dire d'un jeu de plateau qui porte le nom de Dilemme, de former des ambassadeurs sur les territoires. Nous avons aujourd'hui 2100 ambassadeurs qui interviennent dans les collèges, dans les lycées, expliquer le budget, permettre à ces jeunes et moins jeunes de comprendre qu'il y a des choix à faire. Le programme s'appelle Dilemme, de faire un choix entre le bien-être et le plaisir, c'est-à-dire de retrouver un juste équilibre de leur vie. Nous avons formé 600 000 jeunes, nous avons 2100 ambassadeurs, nous avons l'agrément éducation nationale. Nous avons pu le faire en trouvant des investisseurs ISR et solidaires qui nous mettent des moyens à disposition et qui nous permettent d'innover. Nous avons décidé également de nous lancer dans la création d'un Personal Finance Manager, c'est-à-dire d'un outil numérique qui permet à tout citoyen de calculer en temps réel son reste à vivre, de calculer, nous sommes connectés sur l'ensemble des aides sociales. Il y a 40% des citoyens qui ont droit au RSA activité qui ne le réclament pas, donc de permettre un meilleur accès aux droits. Nous attendons que l'État se modernise et qu'on puisse avoir un accès
direct pour monter le dossier et pouvoir, au lieu de faire la queue dans un service social, de monter le dossier rapidement. L'outil permettra également de produire une fiche budgétaire certifiée. Vous le savez sans doute, en France, nous sommes le dernier pays avec l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, la Corée du Nord et Cuba à pas avoir de fichier positif. C'est le plus grand échec de ma vie. Je veux dire, lorsqu'on octroie un crédit à un particulier, c'est souvent déclaratif. Les personnes, on leur demande s'ils ont souscrit des crédits, mais malheureusement, ils oublient d'indiquer qu'ils ont déjà 4-5 crédits en cours qui risquent de les plomber, et ça génère un surendettement qui est aujourd'hui maîtrisé en France. En revanche, le contenu d'un dossier de surendettement est monstrueux, c'est parfois 40 000, 60 000 euros de crédit à la consommation qui risquent d'être effacés. Finalement, notre combat est également un combat de coopération avec les banques et on a une hostilité de mettre en place un registre des crédits qui mettrait de la transparence. Vous, les financiers, vous ne pourriez pas octroyer un prêt si vous n'avez pas la situation de l'emprunteur. Pour les entreprises, on a le FIBEM, mais pour les particuliers, on n'a aucun mécanisme de prévention du surendettement. Et notre outil BGV, qui vient d'être lancé d'ailleurs auprès d'1 million de clients de la Banque Postale et par la suite d'autres banques le distribueront, permettrait, au moment de l'octroi du prêt, de nous donner l'autorisation de générer une fiche budgétaire et de permettre un meilleur accès au crédit. Nous pensons aussi aux jeunes qui sont exclus, parce que le crédit, quelque chose, ça permet aux personnes de financer leur installation, leur véhicule. Nous avons en France un taux d'exclusion du crédit qui est de 40%. Nous avons 15% de populations qui sont insolvables, pour lesquelles il faut faire un accompagnement pour leur permettre de se remettre en selle. Mais nous avons 25% de jeunes, d'intérimaires, de personnes qui sont en contrat à durée déterminée, qui n'accèdent pas au financement de leur mobilité, de leur logement. Et nous avons décidé d'investir, et c'est l'utilité de la poche solidaire qui est mise en place et que nous avons l'honneur d'inaugurer avec Procléro, de pouvoir mettre en place un mécanisme d'octroi du microcrédit social, c'est-à-dire c'est pour les publics qui ne veulent pas créer une entreprise, mais qui ont besoin de financer par exemple leur véhicule. On va avoir une problématique monstrueuse. Certaines zones urbaines vont être inaccessibles aux titulaires, aux personnes qui ont un véhicule en critères 4 et 5, de pouvoir financer la mobilité de ces personnes et de pouvoir leur permettre de continuer de travailler ou d'entreprendre, d'entrer dans le monde du travail, de pouvoir financer une formation, de pouvoir financer la mobilité évidemment, mais également le logement, l'équipement des jeunes. Donc ce public est exclu du crédit. Alors nous faisons déjà du microcrédit social en Alsace, mais le mécanisme est manuel. Nous allons créer un outil qui permettra aux personnes qui sont détectées par Pôle emploi, qui ont besoin de financer leur mobilité, leur véhicule, d'être prises en charge par l'association en temps réel. Nous bénéficions d'une garantie du Fonds de cohésion sociale. En cas de défaillance, la banque l'a payé, prise en charge à hauteur de 50%. Nous avons aujourd'hui un taux de défaillance qui est très très faible, d'1,5%. Sur ces publics, nous prêtons à des SDF qui ont besoin d'un véhicule pour aller travailler, dormir dans la voiture pour reprendre le contact avec un emploi, et ces personnes remboursent leur engagement. Donc Crésus est à la fois engagé dans le curatif, qui est notre mission de base, historique, c'est-à-dire accueillir toute personne en difficulté, mais qui vient très tard sur le terrain, dans le préventif au travers du modèle économique qu'on a créé avec les banques, les assureurs, qui nous orientent les personnes et prennent en charge l'accompagnement. Donc c'est un modèle économique solide. Nous avons une liste d'attente de partenaires qui veulent nous rejoindre. Nous ne voulons pas une croissance trop rapide.
Je pense que notre rôle, c'est de grandir en douceur, d'être équilibré, d'avoir un modèle économique. Et les banques sont fières aujourd'hui de coopérer avec l'association. On a créé un modèle gagnant-gagnant d'une certaine manière. On apporte quelque chose, on donne sans doute de nouvelles lettres de noblesse au métier du crédit et de la banque. Nous formons les agents de recouvrement des banques pour qu'elles essayent de trouver un juste équilibre entre, bien sûr, il faut recouvrer, mais le recouvrer avec dignité, avec un rythme qui soit accessible, acceptable. Et enfin, nous travaillons sur le prédictif grâce à PGV qui vient d'être lancé, qui permet à tout citoyen d'avoir une situation en temps réel, non pas le solde qui est inscrit sur le compte en banque, mais le reste à vivre, c'est-à-dire une fois les charges fixes payées, ce que l'on peut dépenser pour l'alimentation, les loisirs, voire pour prendre un engagement supplémentaire. Et demain, ça va aller très vite puisqu'on a démarré la diffusion du microcrédit via MCPA, qui est un nouvel outil, et nous venons d'avoir les premiers bénéficiaires. Le premier bénéficiaire porte un nom extraordinaire, Novak. Vous connaissez peut-être Maria Novak, c'est un immigré polonais qui avait besoin d'un véhicule pour continuer à travailler. Il a eu son financement en 15 jours et il est heureux aujourd'hui. Voilà, nous œuvrons pour un monde meilleur et nous sommes vraiment très, très heureux, très honorés. Nous avons d'autres partenaires qui ont investi. Donc, Crésus, je viens de voir Amundi, une collègue, mais nous sommes extrêmement fiers que vous soyez présents à nos côtés et de vous apporter de l'impact, parce que vous le disiez, un impact positif, c'est-à-dire une économie de la sagesse. Merci. Vous avez compris, chers amis, que c'est vraiment une grande joie pour Procléro de pouvoir entrer dans ce monde de l'économie sociale et solidaire. Quand on entend Jean-Louis Kiel et son engagement, ben voilà, on a des gens qui se battent, qui se démènent, qui font des choses concrètes, qui font bouger les lignes et qui aident vraiment concrètement des personnes et en grand nombre. Ça vaut la peine que Procléro soit investi. Une de mes grandes joies aussi récemment, ça a été la rencontre avec Backbone et un programme d'investissement dans lequel Procléro a investi au Mexique dans un programme d'accès aux soins et à la santé pour les plus pauvres. Procléro a investi dans un programme de 145 cliniques pour les plus pauvres, parce que 40% de la population mexicaine n'a pas de sécurité sociale, en particulier les populations indigènes. Évidemment, ça, on ne pourrait pas le faire en direct, c'est trop compliqué. Donc, heureusement, on a un Backbone à nos côtés, spécialisé dans ce type d'investissement. Et donc, on est heureux d'avoir pu investir dans ce programme. Merci à Xavier qui est là, d'avoir permis cet investissement. Vous voyez, il y en a d'autres, il y en aura d'autres, parce qu'on est déjà en train d'en préparer d'autres au fur et à mesure. Voilà, c'est pas énorme, 5 à 10% de Procléro, c'est 5-6 millions d'euros. C'est pas grand-chose en soi, mais sur des projets qui ne demandent pas nécessairement d'énormes investissements pour continuer à se développer, c'est un impact réel. Il y a des structures qui ont besoin de 20 000, 30 000 euros pour se développer. Donc, on peut faire des belles choses tout en gardant l'équilibre du fonds, qui reste en fonds avec 20% d'actions, 70% d'obligataires d'entreprises. On n'a pas d'obligation souveraine, je vous le rappelle, ceux qui ne le sauraient pas, et c'est 10%, à peu près 10%, 5 à 10% d'économie solidaire qui ne devrait pas du tout péjorer la performance, puisqu'il y a aussi une performance sur cette part d'économie sociale et solidaire et de modèles économiques qui sont bien pensés. Voilà, donc c'est vraiment une grande joie de pouvoir s'investir dans cette économie sociale et solidaire, et j'espère que ce sera un plus pour tous les investisseurs, tous les souscripteurs de Procléro, de pouvoir se dire, ben, en plus de tout ce que fait Procléro en termes de partage, ben maintenant on a encore
un partage supplémentaire à travers cette poche d'économie sociale et solidaire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'issue, pour ceux qui sont en présentiel, à l'issue de cette réunion, auprès de Benoît Vesco, que je remercie, auprès de Jean-Louis Kiel qui est là, auprès de Xavier Eudes, d'Edouard Vielfaux qui est présent de Credo Lending, donc tous nos partenaires pour ces investissements. Et puis pour ceux qui sont en web, eh bien, n'hésitez pas à déposer vos questions sur le bandeau à droite de votre écran et on y répondra par écrit. N'hésitez pas. Pour terminer, je vous donne quelques informations. La première, c'est que vous devriez trouver sur la table en sortant, pour ceux qui sont présents physiquement, la lettre d'information annuelle de Procléro qui vient de sortir. Donc, prenez-en. Je vous rappelle encore une fois les cahiers Pro Persona, au 59e. Vous les trouvez sur le site propersona.fr. Si vous voulez recevoir chaque mois la newsletter, il suffit de mettre votre adresse mail et vous la recevrez gratuitement. Et puis, je vous donne encore une information. Je vous invite à bloquer dans votre agenda la date du 12 juillet. Le 12 juillet, c'est bizarre, ça, le 12 juillet. Le 12 juillet, il va se passer quelque chose. Le 12 juillet, ça va être la première journée de la finance intégrale. Ça sera lieu à Paris, on vous enverra une invitation assez vite pour vous donner des éléments. Ce sera une journée qui commencera à 14h30, donc bloqué 14h30, 22h. Voilà. Avec, dans l'après-midi, des ateliers sur des thématiques qui nous préoccupent tous, qui nous intéressent tous. Hein, on va faire train d'élaborer le programme, et puis il y aura un cocktail, il y a tout ça, il y aura de la convivialité, il y aura... Hein, et puis il y aura aussi le soir une plus grande conférence avec table ronde, avec quelques acteurs majeurs de la finance intégrale. Vous avez compris que nous voulons promouvoir ce concept pour aider les gens justement à trouver le vrai sens de la finance, d'y réfléchir, de creuser, d'approfondir cette question. Donc, 12 juillet, mardi 12 juillet, 14h30 à 22h à Paris. Si bien que vous vous doutez qu'organiser une journée comme ça, ça prend du temps, de l'énergie. Donc, habituellement, il y a une conférence Procléro en juin. Exceptionnellement, cette conférence, on va la laisser tomber pour nous concentrer sur l'organisation de cette journée du 12 juillet. Voilà pour les informations. Je vous remercie à toutes et à tous. Je remercie tous ceux qui sont avec nous à travers les écrans. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Et puis, je nous donne à tous le rendez-vous. Alors, pour ceux qui sont en distanciel aujourd'hui, le 12 juillet, notez que ce sera en présentiel. Donc, bloquez vos agendas pour pouvoir vous rendre à Paris pour cette première journée de la finance intégrale. Merci encore à Benoît Vesco, merci à Jean-Louis Kiel, encore dans la joie de cette nouvelle étape pour le fonds Procléro, après 10 ans, une nouvelle étape qui s'inscrit dans un plus grand partage encore, cette lame de fond qui continue, qui traverse l'histoire et la vie de Procléro. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne journée.